Je suis le docteur Christine Rousset-Jablonski, je suis gynécologue médicale, je travaille au centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon et au centre hospitalier Lyon-Sud. Nous allons traiter aujourd'hui de la ménopause et des traitements hormonaux de la ménopause après cancer, donc chez les femmes qui ont été traitées dans le passé pour un cancer. Les conséquences de la ménopause après cancer sont les mêmes que celles que l'on retrouve après une ménopause classique, avec certaines particularités qu'on détaillera, notamment sur l'intensité de certains symptômes. Quand on prend en charge une ménopause après cancer, il faut donc prendre en charge le potentiel syndrome climatérique, les bouffées de chaleur, troubles du sommeil, sueur nocturne, les troubles de l'humeur, irritabilité. Parfois peuvent survenir également des arthralgies, notamment avec certaines hormonothérapies. Il peut y avoir également des modifications de la composition corporelle. Les autres symptômes que peuvent ressentir la patiente peuvent être des modifications au niveau des peaux et des muqueuses, avec notamment un syndrome génito-urinaire, sécheresse vaginale, dyspareunie, et des modifications au niveau de la libido. Parallèlement à ces symptômes, il y a également des conséquences de la ménopause qui ne sont pas ressenties par la patiente, qui vont être les modifications au niveau de la minéralisation osseuse, au niveau des capacités cognitives et de la mémoire, et au niveau du risque cardiovasculaire. Alors après cancer, il y a certaines spécificités dans la prise en charge de la ménopause. Les premières spécificités, ça va être l'âge de survenue de la ménopause. Certains traitements du cancer vont induire une ménopause précoce et en cas de ménopause précoce, on va avoir des risques particuliers à prendre en charge. Lorsque les patientes ont des traitements du cancer, certains vont ajouter une symptomatologie qui vont aggraver la symptomatologie de la ménopause. Donc ça va être le cas notamment pour les patientes sous inhibiteurs de l'aromatase, qui sont donc des hormonothérapies qui vont accentuer clairement le syndrome climatérique et toutes les symptomatologies de la ménopause, puisque ça va accentuer l'hypoœstrogénie. Pour les patientes qui vont avoir une radiothérapie ou une curithérapie pelvienne, vaginale, cela va entraîner une aggravation du syndrome génito-urinaire et de toute la symptomatologie au niveau vulvaire, vaginal et urinaire. Les autres particularités à prendre en compte, ça va être le risque cardiovasculaire et thromboembolique pendant les traitements, puisque pendant les traitements, du fait des chirurgies, des chimiothérapies, parfois de l'immobilisation, il va y avoir une augmentation des risques vasculaires et donc la mise en place d'un traitement pendant cancer doit être fait avec prudence et en prenant en compte en tout cas ce risque particulier. Il peut y avoir bien entendu des contre-indications carcinologiques aux traitements hormonaux et donc ça va être le cas pour certains cancers hormonodépendants qu'on va détailler tout à l'heure. Et puis, il faut également prendre en compte, chez ces femmes traitées pour cancer, d'éventuelles prédispositions génétiques au cancer qu'il faudra également mettre en balance avec la question du traitement hormonal. Alors, en cas de survenue d'une ménopause précoce, il va y avoir des conséquences particulières liées à la précocité de cette ménopause. Donc notamment sur le plan de la minéralisation osseuse. Donc on sait que la densité osseuse diminue très rapidement dans les 6 premiers mois après l'installation de la ménopause. Et en cas de ménopause précoce, on va avoir un risque plus important d'ostéoporose, de déminéralisation osseuse, avec potentiellement un risque augmenté de fractures sur le long terme. Sur le plan des fonctions cognitives, on a également des fonctions cognitives et des troubles de la mémoire qui sont plus importants en cas de ménopause chirurgicale, ce qui peut être le cas dans la prise en charge des cancers pelviens et gynécologiques. Pour ce qui est des risques cardiovasculaires, en cas de ménopause survenant avant l'âge de 45 ans, on sait que en l'absence de traitement hormonal substitutif, les femmes vont avoir une augmentation des risques cardiovasculaires, une augmentation des risques d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral et une augmentation de la mortalité par ces accidents cardiovasculaires. Donc pour toutes ces raisons, lorsqu'une patiente est ménopausée avant l'âge de 45 ans, ce qui peut être le cas à cause des traitements du cancer, on va avoir envie de proposer un traitement hormonal. En cas de traitement par inhibiteur de l'aromatase, il va y avoir une accentuation, comme je le disais tout à l'heure, de certains symptômes de ménopause, avec une augmentation de la fréquence du syndrome climatérique qui concerne pratiquement la moitié des patientes au moins, des arthralgies qui sont vraiment les symptômes le plus souvent rapportés par les patientes et qui peuvent entraîner un arrêt du traitement. Donc c'est vraiment une symptomatologie à laquelle il faut être attentif.
Sur le plan du syndrome génito-urinaire, il va concerner 60% des femmes sous inhibiteurs de l'aromatase. Sur le plan des risques osseux, on sait qu'on a une augmentation des risques de fractures chez les femmes qui sont traitées par inhibiteurs de l'aromatase lorsqu'elles sont comparées aux femmes qui sont traitées par hormonothérapie, par tamoxifène. Et pour ce qui est des risques cardiovasculaires, les inhibiteurs de l'aromatase vont en plus entraîner des risques de dyslipidémie qui vont pouvoir accentuer encore ce risque cardiovasculaire. Pour ce qui est des conséquences des traitements par radiothérapie pelvienne et curithérapie, donc le risque de symptômes génito-urinaires est majeur et va concerner une grande majorité des femmes, avec d'une part des conséquences précoces qui vont plutôt se traduire par des problèmes d'irritation, par des problèmes de vulvite ou de vaginite, qui peuvent occasionner des dyspareunies, une gêne, des métrorragies, des leucorrhées, qui sont à prendre en charge donc, pendant le traitement de radiothérapie et dans les mois qui suivent. Et puis il peut y avoir également des conséquences tardives qui, elles, sont liées à la période de réépithélialisation, de cicatrisation, qui va se faire de façon inhabituelle sur un terrain irradié, avec des risques de fibrose et à l'extrême de sténose vaginale, avec impossibilité d'avoir des rapports. Donc ces risques évidemment doivent être pris en charge et on peut également sur le plan urinaire avoir des troubles urinaires à type notamment de polacurie et d'irritation vésicale. Les éléments qui vont nous limiter dans la prescription d'un traitement hormonal, puisqu'on aurait idéalement envie de le prescrire à ces patientes, ça va être l'hormonosensibilité de certains cancers. Alors après cancer du sein, qui est la situation la plus fréquente qu'on rencontre en pratique, finalement l'utilisation des traitements hormonaux, comme vous allez le voir, n'est pas possible. Il y a eu pour cela plusieurs essais randomisés qui ont été réalisés, il y en a eu 2 en réalité. Le premier, c'est l'étude ABYSS, qui était un essai randomisé ouvert avec randomisation de femmes traitées pour cancer du sein entre 2 groupes, mise en place d'un traitement hormonal de la ménopause et pas de traitement de la ménopause. Ces patientes ont été suivies pendant plus de 2 ans. Elles avaient pris en moyenne 2 ans de traitement hormonal pour celles qui étaient dans le groupe du traitement. Et le critère de jugement principal était la survenue d'un événement carcinologique. Plus de 400 femmes ont été randomisées dans cette étude et finalement les conclusions de l'étude ont été que le traitement hormonal entraînait une augmentation des risques de récidive de cancer du sein avec un hazard ratio qui était à 3,5 sur l'ensemble de la population. Lorsque l'analyse en sous-groupe a été réalisée, le hazard ratio était élevé notamment pour les femmes ayant des cancers avec récepteurs hormonaux, avec un hazard ratio qui était à 4,8. Et pour les femmes qui n'avaient pas de récepteurs hormonaux, le hazard ratio était à 1,9, mais avec un intervalle de confiance qui n'était pas significatif. Néanmoins, ces résultats étaient plutôt en faveur d'une augmentation des risques de récidive liés au traitement hormonal de la ménopause et ce qui pousse évidemment à une grande prudence. Un autre essai randomisé a été réalisé, qui était l'étude Stockholm, avec un suivi qui a été plus prolongé d'une dizaine d'années, avec 378 femmes qui ont été randomisées, donc un suivi au total de 3600 femmes années, avec là aussi une randomisation THM versus pas de THM. Il y avait 2 types de THM dans le groupe du traitement hormonal et avec une prise de traitement hormonal d'une durée moyenne de 2 ans et demi. Dans cette étude, il n'a pas été retrouvé d'augmentation des risques en prenant en compte l'ensemble des événements carcinologiques. Donc le hazard ratio dans cette étude était à 1,3, mais avec là une augmentation non significative. En revanche, ils ont retrouvé une augmentation significative des risques de cancer du sein contralatéral chez ces femmes. Il n'a pas été retrouvé de différence en mortalité. La conclusion globale de ces 2 études reste que dans le contexte du cancer du sein, qui est dans l'ensemble une maladie hormonosensible, le traitement hormonal de la ménopause est contre-indiqué. Et cette contre-indication, cette prudence, elle va être valable pour tous les types histologiques de cancer du sein, qu'il s'agisse de cancer canalaire, lobulaire, infiltrant ou in situ, quel que soit le statut des récepteurs hormonaux, y compris pour les tumeurs RH-, et quel que soit le délai écoulé depuis la fin des traitements, puisque même à distance du traitement initial, le risque de récidive de cancer du sein reste significatif. Donc après cancer du sein, clairement, il n'y aura pas de possibilité d'utiliser des traitements hormonaux de la ménopause systémique et il faudra envisager des prises en charge non hormonales de la ménopause. Après cancer de l'ovaire,
Les données disponibles sont intéressantes. On dispose de plusieurs études qui évaluent l'utilisation d'un traitement hormonal de la ménopause après cancer de l'ovaire. C'était un traitement qui était donné avec une certaine réticence jusqu'à récemment, puisque les études montrent une augmentation du risque de cancer de l'ovaire chez les femmes qui ont utilisé un traitement hormonal de la ménopause. Mais en réalité, les études qui évaluent la prise d'un traitement hormonal après cancer de l'ovaire sont rassurantes, puisque, et notamment les essais randomisés, comme l'étude de Hills, retrouvent en fait l'absence d'augmentation des risques de récidive et même une amélioration en survie globale des femmes qui utilisent un traitement hormonal de la ménopause après cancer de l'ovaire. Dans cette étude, il y avait différents types histologiques qui étaient inclus, mais la plupart étaient des adénocarcinomes séreux de haut grade, qui est le type de cancer de l'ovaire le plus fréquent, cancer épithélial de l'ovaire le plus fréquent. Au total, donc, les données de la littérature disponibles concernent surtout les adénocarcinomes séreux de haut grade. Et donc, pour ce type de cancer, clairement, on ne retient pas de contre-indication à l'utilisation d'un traitement hormonal de la ménopause après un adénocarcinome séreux de haut grade. Pour les autres types histologiques, qui sont des tumeurs rares de l'ovaire, chaque sous-type histologique présente certaines particularités. Certaines tumeurs de l'ovaire ont une certaine hormonosensibilité, notamment les cancers endométrioïdes de bas grade, les adénocarcinomes séreux de bas grade, pour lesquels il y aura une contre-indication au traitement hormonal, et d'autres types histologiques comme l'adénocarcinome mucineux ou les adénocarcinomes à cellules claires ne présentent pas de contre-indication à l'utilisation d'un traitement hormonal. Pour ces tumeurs rares de l'ovaire, des recommandations du groupe gynéco et du réseau tumeurs malignes rares de l'ovaire ont été publiées dans le bulletin du cancer en 2018 et détaillent les contre-indications en fonction du sous-type histologique. Après cancer de l'endomètre, qui est un autre cancer gynécologique rencontré assez fréquemment, on peut également avoir cette problématique du traitement hormonal de la ménopause. Le type histologique le plus fréquent de cancer de l'endomètre, c'est le cancer endométrioïde, qui est un cancer, là aussi, hormonosensible. C'est souvent des tumeurs qui expriment des récepteurs hormonaux, qui, dans certains cas de stade avancé, peuvent être traités par des hormonothérapies anti-œstrogéniques. Et donc, clairement, il y a une certaine prudence dans l'utilisation des traitements hormonaux après cancer de l'endomètre. Alors néanmoins, il y a eu des études qui ont évalué l'utilisation de traitements hormonaux de la ménopause après cancer de l'endomètre et qui finalement ne montrent pas de signe d'inquiétude. Notamment, donc, toutes les études cas contrôle ou de cohorte qui ont été réalisées n'ont pas montré d'augmentation du risque de récidive de cancer de l'endomètre chez les femmes qui utilisent un traitement hormonal. Un essai randomisé contre placebo a été réalisé. Malheureusement, les inclusions dans cet essai ont été insuffisantes, notamment dans les suites de la publication de la WHI. Et donc l'étude n'a pas eu de puissance suffisante pour permettre de montrer une différence entre les deux groupes. Et en effet, l'étude n'a pas retrouvé de surrisque de récidive dans le groupe THM. Alors ces données sont probablement insuffisantes pour conclure à la sécurité d'utilisation d'un THM, mais en tous les cas, aucune étude à ce jour ne montre d'augmentation du risque de récidive liée à l'utilisation d'un THM. Donc dans cette situation de cancer de l'endomètre, en pratique, pour la FSAPS, et dans les RPC des traitements hormonaux de la ménopause, l'antécédent de cancer de l'endomètre reste une contre-indication à leur utilisation. Pour l'INCa, qui avait établi des recommandations en 2010, il ne retenait aucune contre-indication, à l'inverse, à l'utilisation d'un traitement hormonal de la ménopause après cancer de l'endomètre. Alors on peut probablement avoir une attitude intermédiaire, comme celle qui est proposée par le collège américain, la COG, qui est de discuter au cas par cas et de réserver ces traitements hormonaux pour les formes limitées de cancer de l'endomètre, notamment les stades 1A, 1B, plutôt bien différenciés. En tous les cas, ça va rester des décisions au cas par cas à discuter en concertation et dans le cadre d'une décision médicale partagée. Pour les autres types de cancers gynécologiques, certains vont présenter des contre-indications et d'autres non. Pour les cancers épidermoïdes, de la vulve ou du col, de l'utérus, il n'y a aucune hormonosensibilité potentielle et donc aucune contre-indication à l'utilisation d'un traitement hormonal. Pour les adénocarcinomes du col, en revanche, on aura une certaine prudence, comme pour les cancers de l'endomètre, puisqu'il peut s'agir de tumeurs qui expriment les récepteurs hormonaux.
Dans le cas des sarcomes, il faudra prendre en compte le type histologique particulier du sarcome, puisque les sarcomes du stroma endométrial et les carcinosarcomes peuvent avoir une certaine hormonosensibilité et en règle générale on contre-indiquera l'utilisation des traitements hormonaux, alors qu'en cas de léomyosarcome, il s'agit de tumeurs indépendantes des hormones pour lesquelles on pourra utiliser un traitement hormonal sans arrière-pensée. Dans les situations où un traitement hormonal est contre-indiqué, on va avoir d'autres outils pour prendre en charge le syndrome climatérique. Et donc, il y a eu un certain nombre d'études randomisées pour évaluer différents types de prise en charge. Alors, la première prise en charge qu'il faut proposer aux patientes, y compris aux patientes à qui on va donner un traitement hormonal, ça va être les règles hygiéno-diététiques. C'est-à-dire que la mise en place d'une activité physique régulière, le maintien d'un poids stable, sont des éléments qui ont montré une efficacité pour diminuer le nombre et l'intensité des bouffées de chaleur. Et c'est vraiment important de l'expliquer aux patientes, d'autant plus que ça va améliorer leur qualité de vie et que ça peut avoir aussi un impact sur le pronostic du cancer. Pour ce qui est des prises en charge médicamenteuses, actuellement, le seul traitement qui a une AMM pour la prise en charge des bouffées de chaleur est la bufène. D'autres médicaments ont été évalués dans le cadre d'essais randomisés, mais n'ont pas l'AMM en France dans le traitement du syndrome climatérique. C'est le cas par exemple des inhibiteurs de recapture de la sérotonine qui ont montré une efficacité significative sur le nombre et l'intensité des bouffées de chaleur. Après cancer du sein, ils doivent être utilisés avec prudence puisqu'il peut y avoir une interaction avec le cytochrome de D6, qui est le cytochrome qui est utilisé pour le métabolisme du tamoxifène. Donc chez les femmes sous tamoxifène, il ne faut pas prescrire de paroxétine ou de fluoxétine qui ont une interaction significative avec ce cytochrome. En revanche, d'autres inhibiteurs de recapture de la sérotonine, comme la venlafaxine ou les citalopram, peuvent être utilisés puisqu'ils interagissent de façon non significative avec ce cytochrome. Dans les autres classes médicamenteuses évaluées dans le cadre d'essais randomisés, il y a la gabapentine qui a montré également une efficacité significative pour les bouffées de chaleur. En revanche, il s'agit d'un traitement qui présente des effets secondaires à type de vertige ou de somnolence et qui, de ce fait, est assez peu utilisé en pratique. Un autre traitement a été évalué dans des essais randomisés, c'est la clonidine, qui est un antihypertenseur central qui peut être utilisé à plus faible dose pour le traitement des bouffées de chaleur. Là aussi hors AMM. Et pour ce traitement, on sera par contre vigilant aux effets secondaires à type d'hypotension orthostatique ou de vertige qui peuvent survenir sous ce traitement, notamment chez les patientes qui ont une tension artérielle dans les limites basses de la normale au départ. Pour la prise en charge du syndrome génito-urinaire, en parallèle du traitement systémique éventuel, il va falloir prendre en charge de façon spécifique cette symptomatologie. La première chose à envisager, c'est une modification de l'hygiène de vie, de réexpliquer à la patiente les modalités d'une hygiène intime classique, l'utilisation de sous-vêtements non irritants. Et puis ensuite, en premier lieu, on va proposer des prises en charge non hormonales avec d'une part un traitement de fond à base de crème et d'ovules non hormonales qui peuvent être des traitements soit à base d'acide hyaluronique, soit à base de polycarbophile et qui sont des traitements à utiliser de façon régulière en traitement de fond, en moyenne 2 fois par semaine. Et en plus de ce traitement de fond, il faut proposer aux patientes l'utilisation de lubrifiants pour les rapports en supplément de ce traitement de fond. On peut aussi envisager pour un syndrome génito-urinaire, la question des œstrogènes locaux. Alors les œstrogènes locaux, ils vont en général être prescrits de toute façon en deuxième ligne, en cas d'échec des traitements non hormonaux, surtout si on est dans un contexte de cancer hormonosensible, c'est clairement des traitements qu'il ne faut pas utiliser en première ligne, ou en tout cas ne pas banaliser. On sait que ces traitements ont une efficacité principalement par leur action locale, mais on sait aussi qu'il peut y avoir un certain passage systémique. Ça a été démontré dans plusieurs types d'études. Certains œstrogènes, comme le promestrienne, est réputé comme ayant un passage systémique plus faible, mais néanmoins, ce passage ne peut pas être éliminé. Et il existe très peu d'études réalisées après cancer du sein notamment, qui permettent de les utiliser de façon large et sans prudence préalable.
Au total, l'attitude qui est recommandée notamment par le Collège américain et par la plupart des équipes d'oncologie, c'est clairement que, alors après un cancer non hormonosensible, c'est-à-dire pas un cancer du sein ni un cancer de l'endomètre, on peut les utiliser sans trop d'arrière-pensée. En revanche, après un cancer hormonosensible, notamment après cancer du sein, ce sera vraiment un traitement à discuter en deuxième intention s'il y a un échec d'un traitement non hormonal bien conduit et après une discussion préalable avec l'équipe oncologique et avec la patiente. En cas d'atrophie vaginale importante, le passage systémique est probablement plus important. Et donc si on s'oriente vers un traitement, vers ces œstrogènes locaux, il va falloir conseiller d'abord une utilisation avec une fréquence progressive pour essayer de traiter l'atrophie avant d'arriver à la posologie de 2 fois par semaine, qui va être la fréquence maximale qu'on va autoriser dans ce contexte, là aussi pour limiter le passage systémique. Pour conclure, la prise en charge de la ménopause après cancer, elle a certaines particularités, donc ça peut être des ménopauses qui sont plus symptomatiques qu'une ménopause naturelle ou une ménopause physiologique. Donc c'est des femmes qu'il va falloir suivre de près, il va falloir les interroger sur ces symptômes. Le traitement hormonal de la ménopause pourra être envisagé et discuté après certains cancers, mais il sera contre-indiqué après certains cancers hormonodépendants et notamment après cancer du sein. Donc ne pas hésiter à s'appuyer sur toutes les techniques et tous les traitements non hormonaux du syndrome climatérique et puis sur l'hygiène de vie qui, chez ces patientes, va nettement améliorer leur qualité de vie. Je vous remercie de votre attention.